Voici le Cupra Tavascan, un SUV électrique compact du groupe Volkswagen, concurrent entre autres des VW ID.4 et ID.5, Skoda Enyaq ou encore Audi Q4, mais aussi et surtout Tesla Model Y, la star du marché en ce moment. Bref, ce Cupra Tavascan arrive sur un marché déjà bien concurrentiel, mais il a de sérieux atouts par rapport à la concurrence. Il a aussi quelques petits défauts, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous partager mon avis sans filtre sur ce véhicule, ses points forts, ses points faibles, ses caractéristiques techniques. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti, commençons par ses principales caractéristiques techniques. On est en fait sur la base d'un Volkswagen ID.4 ou ID.5. C'est un véhicule du groupe Volkswagen qui reprend la même plateforme, les mêmes batteries, les mêmes moteurs, etc. On a donc la batterie de 77 kWh qu'on connaît bien dans le groupe Volkswagen, avec deux versions disponibles. Une version propulsion qui développe 286 chevaux, un 0 à 100 en 6 secondes 8, et puis jusqu'à 547 km d'autonomie officielle WLTP. Et puis une version 4 roues motrices qui développe 340 chevaux avec un 0 à 100 en 5,6 secondes. C'est plutôt un bon score grâce à un très bon couple, 545 Nm de couple sur la version 4 roues motrices, mais aussi sur la version propulsion. Ça c'est très bien, ça sera des véhicules assez coupleux, donc on aura une bonne puissance quand même. Je me réjouis vraiment de tester tout ça sur la route. Et l'autonomie du 4 roues motrices, elle sera un petit peu en dessous de celle de la propulsion vu qu'elle consomme un petit peu plus, 30 km en moins, c'est-à-dire 517 km d'autonomie officielle. Sur la fiche technique, pas de surprise. Par contre, au niveau du design, là, c'est assez novateur. La face avant de ce Tavascan est vraiment très agressive. Personnellement, j'adore le logo illuminé, ça c'est une nouveauté depuis 2024 en somme. Avant, c'était déjà techniquement possible, mais ce n'était pas encore autorisé. Maintenant, ça sera le cas, donc on verra de plus en plus de véhicules avec des logos illuminés. C'est très joli. On a le rappel Cupra ici, comme ce qu'on retrouve sur la Cupra Born. Et puis on a une face avant vraiment très agressive avec une calandre en noir brillant. C'est très joli, mais effectivement, c'est assez sportif, assez dynamique. Ça ne plaira pas, je pense, à tout le monde. Avec de grosses nervures aussi sur le capot. D'ailleurs, en parlant du capot, on n'a pas de frunk, pas de coffre à l'avant. Ça, c'est un petit peu dommage sur une voiture électrique, mais c'est le cas sur tous les véhicules de cette plateforme MEB. Et puis, on a une signature lumineuse assez jolie aussi avec des triangles. Les triangles d'ailleurs qui reprennent le logo Cupra, parce que le logo Cupra est formé de triangles. Et puis, on a des feux à technologie Matrix LED de série en Suisse. Ça dépend des pays, ça. On a des feux Matrix LED, ça c'est plutôt pas mal. Ça manque sur la Cupra Born qui est juste ici derrière. Heureusement qu'on les a sur ce Tavascan. De série, on a des jantes en 19 pouces. En option, on peut choisir du 20 pouces ou du 21 pouces, comme ici. Les jantes en 21 pouces sont livrées avec des pneus performance, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une voiture quand même avec une ADN assez sportive. Sinon, de profil, c'est un SUV quand même assez coupé. C'est un concurrent du VW ID.5 ou du Skoda Enyaq coupé ou encore de l'Audi Q4 e-tron Sportback. Donc au niveau du coffre, effectivement, on aura un petit peu moins d'espace que sur une version SUV classique. Et à l'arrière aussi, c'est presque limite pour moi, mais je suis assez grand, on verra ça juste après. Les poignées de porte sont affleurantes, le feeling est plutôt bon à l'ouverture de la porte. C'est ce qu'on connaît sur une VW ID.4 ou ID.5. C'est plutôt pas mal, c'est assez sympa. Passons à l'arrière. Et l'arrière est aussi pour ma part validé. On a vraiment une lunette arrière qui est très plongeante avec un spoiler, un logo Cupra illuminé. C'est du plus bel effet. J'adore vraiment, je me réjouis de le voir sur la route. Avec une signature lumineuse aussi originale. On a un diffuseur aussi très imposant, un immense logo Cupra. Ici, on n'a pas le nom du modèle inscrit, juste le logo Cupra avec la version VZ. Donc, il y a deux versions disponibles au catalogue, propulsion et 4 roues motrices. Dans l'ensemble, le design, il fonctionne bien. C'est vrai qu'il sera assez polarisant. Certains ne vont pas trop l'aimer, je pense. D'autres, au contraire, vont l'adorer. Pour ma part, je trouve qu'il est assez réussi sans être exceptionnel. Et bien entendu, le design, c'est une affaire de goût, bien évidemment. Je serais intéressé de connaître votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et passons maintenant à ses capacités de recharge à ce Tavascan. Ça sera assez intéressant. Et là, pas de surprise. On a une trappe manuelle, toujours avec un petit cache ici pour le CCS. En courant alternatif, ça sera du 11 kW, ça c'est du classique. En courant continu, Cupra ne communique pas encore la puissance de recharge en pic. J'imagine que ça sera similaire à ce qu'on retrouve sur le groupe Volkswagen sur cette plateforme MEB, c'est-à-dire environ 170, 180 même kilowatts en pic. Le 10 à 80% sur ce Tavascan est annoncé en moins de 30 minutes. J'ai lu parfois 28 minutes, donc on verra ce que ça donne. Je me réjouis de tester tout ça aussi, bien entendu, dans la pratique. Passons au coffre. J'imagine que la charge tractable sera la même que ce qu'on peut retrouver sur les cousines du même groupe, c'est-à-dire 1200 ou 1400 kg suivant les versions. On profite de série d'un haillon électrique, ça c'est très bien. Et puis le coffre est d'une capacité correcte, là pas de surprise, on est sur du 540 litres d'espace de chargement. C'est un tout petit peu moins bien qu'un Skoda Enyaq, mais c'est similaire à ce qu'on peut retrouver sur un Volkswagen ID.4. Au niveau des dimensions à l'extérieur, c'est un véhicule qui mesure 4,64 m de long. Donc on est quand même sur un SUV assez compact, mais avec quand même pas mal d'espace à l'intérieur. Et le coffre, il est très similaire à ce qu'on trouve sur un ID.4. On a toujours le double plancher avec un double fond aussi. Idem en dessous pour ranger par exemple son câble de recharge en type 2.
La banquette est rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Par contre, le plancher n'est pas vraiment plat, ça c'est un peu dommage. On profite également d'une trappe à ski, ça c'est bien pratique si on part au sport d'hiver. Mais effectivement, au niveau de la hauteur, c'est pas génial ici vu que c'est un SUV quand même coupé. C'est un SUV avec une forme sportive, mais il faudra faire quelques concessions au niveau de l'espace de chargement dans le coffre, surtout au niveau de la hauteur. Passons à l'arrière. Vous voyez qu'à l'arrière, on profite d'un magnifique éclairage d'ambiance dans la portière. C'est très joli, ça fonctionne bien. Je vais m'installer derrière moi-même. Le siège de devant est donc réglé à ma taille. Je fais 1,88 m et pourtant, j'ai bien de l'espace au niveau des genoux. C'est très bien. Par contre, au niveau de la tête, c'est assez limite. Heureusement qu'on a un très beau toit panoramique qui est fixe. Il n'est pas ouvrant, comme ce qu'on peut retrouver sur un Audi Q4 ou un Skoda Enyaq qui ont des toits ouvrants. Ici, c'est fixe. Mais au niveau de la tête, c'est assez limite, il me reste environ 2 cm je dirais, c'est pas génial. Le plancher est totalement plat, on n'a pas de tunnel central. On profite d'un petit accoudoir ici, le matériau est pas génialissime. Les sièges sont corrects, la banquette est plutôt confortable. Par contre, au niveau des matériaux, bon, il n'y a pas de surprise, on est dans le groupe Volkswagen. Il y a beaucoup de plastique dur quand même, mais on voit qu'il y a un léger effort qui a été fait, par exemple au niveau des chromes ici sur la petite baguette, au niveau de la porte ou sur le siège ici, c'est assez sympa, mais dans l'ensemble, ça casse pas 3 pattes un canard non plus. Au niveau des matériaux, c'est pas sensationnel. C'est à peu près ce qu'on retrouve sur un VW ID4 ou un Skoda Enyaq ou même un Audi Q4. Voilà, il n'y a pas de miracle. En groupe Volkswagen, on a beaucoup de plastique. Passons à l'avant. Le design des sièges est assez particulier. Personnellement, j'aurais préféré un meilleur maintien latéral, surtout au niveau des jambes. Ici, les sièges ont un look de style un peu baquet, mais dans le maintien latéral, ce n'est pas génialissime non plus. On reste quand même sur une voiture assez conventionnelle. On profite de réglages de sièges électriques de série, mais toujours avec des matériaux assez bas de gamme quand même au niveau du siège et au niveau de la porte. L'accoudoir sur le côté est confortable sans plus, il est quand même un petit peu dur. Ça reste du plastique aussi en partie haute. Bon, il y a un effort qui a été fait au niveau du design, mais ça reste du plastique. Les contrôles sont du standard. À noter qu'on n'a pas de bouton pour les vitres arrière comme sur la Volkswagen ID4 ou ID5. On a seulement 2 boutons et pour ouvrir les vitres arrière, il faudra presser le petit bouton rire ici. Donc ça, au niveau de l'ergonomie, c'est pas terrible. La console centrale, elle est très originale. Personnellement, elle ne me plaît pas trop. Bon, ça, c'est une histoire de goût. Bon, on a un petit rangement ici. Par contre, ça, c'est vraiment pas très premium. Franchement, pour ce tarif-là, on peut mieux faire. Les porte-gobelets sont très petits. Et puis ici, je trouve qu'on a une perte de place. Alors certes, c'est original, mais ici, ça ne sert pas à grand-chose, sauf à mettre les warnings. Bon, voilà. Et on a un pad de chargement sans fil ici derrière, qui est un peu difficile d'accès quand même. Le téléphone sera incliné vers le bas. On profite de 2 prises USB-C juste ici, une petite ampoule LED. Et sous la console centrale, on n'a pas vraiment de rangement. En fait, on ne peut pas vraiment ranger quelque chose, étant donné que ça va se balader si jamais on est dans un virage. Donc, je ne suis pas vraiment fan de cette console centrale. Certes, c'est assez joli, mais ça ne sera pas vraiment pratique. Là où j'aime bien ce Cupra Tavascan, ça sera au niveau de l'éclairage d'ambiance. On a donc cette partie cuivrée ici avec un très bel éclairage de nuit. C'est très joli. L'éclairage qui va se prolonger sur la portière, sur ce matériau un petit peu avec un design particulier. Donc, ça sera très joli au niveau de l'éclairage d'ambiance. Le volant, eh bien, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur une Cupra Born, toujours avec ces boutons à retour haptique. Ça, je suis vraiment pas fan. C'est un défaut d'ergonomie chez VW, mais aussi chez Cupra. On aura un bouton pour le Drive Select, un bouton pour le mode Cupra pour passer en mode sport. L'écran derrière le volant, c'est le même que ce qu'on retrouve sur la Cupra Born. On a aussi un affichage tête haute à réalité augmentée. Ça, c'est du classique, on connaît déjà sur le groupe Volkswagen. Le sélecteur de vitesse a changé de design, mais ça reste au même endroit. C'est ce qu'on retrouve aussi sur une VW ID7 par exemple. Et puis, on a cet écran de 15 pouces de diagonale qui est vraiment très grand, un peu incliné vers le conducteur ou la conductrice. Il est vraiment très joli à l'œil, moi j'adore. On a les petits réglages ici du volume au milieu et puis pour la température à l'intérieur. Cupra a repensé son interface en mettant un bandeau en bas pour les fonctions qu'on utilise le plus, surtout la climatisation, la température, les sièges chauffants. Et puis en haut, on aura aussi quelques widgets qu'on pourra personnaliser. Alors ici, on est dans un showroom, c'est un petit peu difficile pour moi de vous tester la connectivité de cette voiture, mais je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. On profite d'un menu très grand avec pas mal d'applications, par exemple des réglages sur le véhicule, avec les consommations, le statut du véhicule, quelques réglages aussi, les systèmes d'assistance, bon ça c'est seulement disponible quand le véhicule est allumé. On peut revenir au menu comme ceci, on peut ouvrir l'onglet de la recharge par exemple. Alors vous voyez l'interface paraît assez réactive, beaucoup plus réactive que sur une Cupra Born, ça c'est très bien. Franchement, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Je me réjouis de tester tout ça dans la pratique. Navigation, je vais ouvrir la carte maintenant. Bon, c'est la même carte, mais par contre, elle est en beaucoup plus grand. Le touch fonctionne bien sans être non plus exceptionnel. Vous voyez, ça bug un peu par moment. Par exemple ici,
c'est pas super pratique. Le planificateur d'itinéraire a aussi été un peu amélioré. Ça sera similaire à ce qu'on retrouve sur une ID7. C'est correct, mais c'est pas le meilleur du marché non plus. On peut personnaliser aussi quelques widgets avec la carte en très grand et puis des petits onglets sur la gauche, par exemple, dans ce menu-là. Donc l'interface est bien meilleure que ce qu'on peut retrouver sur une Cupra Born. Ça fait plaisir à voir. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Que vaut cette Cupra Tavascan par rapport à la concurrence? Alors cette Cupra Tavascan, je pense que c'est une bonne proposition au sein du groupe Volkswagen pour suivre sa stratégie de diversification entre les modèles. Pour que ce soit une vraie Cupra, je pense qu'il lui manque un petit peu de puissance. En effet, les véhicules thermiques chez Cupra peuvent aller à plus de 400 chevaux avec par exemple le Formentor VZ5 avec son 5 cylindres en ligne. Bon, ici on reste un petit peu sur notre fin quand même, seulement 340 chevaux, là où la concurrence propose souvent des véhicules électriques avec 500 chevaux, par exemple le Tesla Model Y Performance ou même une Hyundai Ioniq 5N avec plus de 600 chevaux il me semble de tête. Donc cette Cupra, bon, elle est assez pragmatique quand même. Elle a un look très sportif, certes, mais au niveau de la conduite, ça sera globalement à peu près similaire à ce qu'on peut retrouver sur une VV ID4. Quoique Cupra nous dit quand même qu'on a des suspensions DCC, donc des suspensions adaptatives, ou le réglage standard sur le réglage sportif. Donc on verra ce que ça donne à la conduite. Ça sera peut-être une voiture un petit peu plus ferme à la conduite qu'une VV ID4. Par contre, où je vois un très gros défaut de cette Cupra Tavascan, c'est sa date de sortie. Et oui, ce matin à la conférence de presse, il nous a été dit que ça serait, on l'espère, lors de la deuxième moitié 2024. Donc c'est dans une année, grosso modo. C'est tard quand même, c'est très tard, surtout que la technologie est présente dans le groupe Volkswagen. Les nouveaux moteurs arrivent en fin de cette année 2023 sur les VV ID4 et ID5 ou Skoda Enyaq ou Audi Q4, etc. Donc la technologie est prête. Techniquement, c'est la même voiture que ce qu'on peut voir ailleurs dans le groupe, mais cette voiture arrive trop tard sur le marché, je pense. Déjà, si elle arrivait maintenant, ça serait un peu tard par rapport à la concurrence qui se réveille fortement. Donc ici, franchement, je suis un petit peu déçu au niveau de la date de sa commercialisation. Mais elle propose de sérieux atouts quand même, cette Cupra Tavascan, comme son look assez sportif, son intérieur assez original, une plutôt bonne connectivité, a priori, ça faudra tester dans la pratique. Donc par rapport à une Cupra Born, il y a de nets progrès. Par exemple, au sein du groupe Volkswagen aussi, je pense qu'elle va trouver son public. Reste à parler des tarifs qui ne sont pour l'heure pas encore connus, malheureusement, mais j'imagine qu'on sera à peu près dans les fourchettes d'un Skoda Enyaq ou d'un VV ID4, à peu de choses près, comme ce que la Cupra Born est à la Volkswagen ID3, elle est à peu près dans les mêmes tarifs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup et à très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours pour des présentations de voitures électriques. Bye bye!